Bismillah. Tout en se chauffant au soleil devant la grotte qui lui servait de tanière, Sabor, la lionne, allaitait son petit, les yeux mi-clos. Elle semblait sommeiller, mais en réalité elle était aux aguets. Des 3 lionceaux qu'elle avait mis au monde, 2 mâles et une femelle. Seul un mâle avait survécu à la malnutrition et aux intempéries. Voilà pourquoi elle veillait sur lui avec une vigilance redoublée. La nuit précédente, Nouma, le lion, était parti chasser, et Sabor attendait son retour. Que lui rapporterait-il cette fois? Wapi, l'antilope, Dodu, ou Paco, le zèbre, dont elle adorait la chair tendre et succulente? D'avance, elle se régalait. Soudain, elle redressa la tête. L'écho d'un bruit étrange lui parvenait depuis les profondeurs de la jungle. Un autre animal approchait. Inquiète, elle roula sur le ventre. Le lionceau dérangé pendant la tétée manifesta sa désapprobation par de petits gémissements d'un grondement. Sa mère lui imposa le silence. Elle n'arrivait pas à identifier l'origine exacte du bruit. Son seigneur qui rentrait, non, ce n'était pas les mouvements d'un lion traînant une proie volumineuse. Sabor jetait un coup d'œil à son fils. Tant de périls le guettaient dans la jungle. Tout à coup, la brise lui révéla l'odeur de l'intrus. Une odeur haïe entre toutes, celle de l'homme. Aussitôt, la lionne fut saisie de rage. Elle se leva d'un bond et sa queue se mit à fouetter l'air, usant de ce mystérieux langage propre aux animaux. Elle ordonna au lionceau de se coucher et d'attendre son retour. Puis elle s'enfonça dans la forêt à la rencontre de l'ennemi. Mais les petits animaux, tout comme ceux des hommes, sont parfois d'un naturel désobéissant. Aussi le lionceau s'élança-t-il sur les traces de sa mère, en dodelinant de l'arrière-train, car elle ne tenait pas encore bien sur ses pattes. La forêt était particulièrement dense en cet endroit, mais les lions y avaient creusé un sentier qui partait de leur tanière, débouchait sur une clairière et se perdait ensuite dans le sous-bois. Dès qu'elle atteignit la clairière, Sabor repéra le guerrier. En temps normal, elle l'aurait peut-être épargné, mais ce jour-là, elle avait peur. Alors la mère aimante se mua en une créature terrifiante, obsédée par une seule idée, tuer. L'homme ne s'attendait pas à voir ce monstre foncer sur lui. Il ne chassait pas le lion, et s'il avait su qu'il risquait d'en rencontrer, il aurait sans doute pris un autre chemin. Impossible de fuir à présent, le grand fauve ne ferait qu'une bouchée de lui. Avant même qu'il n'ait atteint l'arbre le plus proche, il ne lui restait qu'une solution. Attrapant sa lance, il la projeta de toutes ses forces au moment où Sabor s'élançait. La pointe transperça le cœur de la lionne, qui déjà refermait ses puissantes mâchoires sur la gorge du guerrier. Tous deux s'abattirent lourdement sur le sol, expirant dans un spasme. À quelques mètres de là, le lionceau venait d'assister sans le savoir à la première tragédie de sa jeune existence. Elle aurait voulu rejoindre sa mère, mais l'odeur de l'homme le maintenait à distance. Aussi commença-t-il à pousser de petits miaulements, ce qui ne manquait jamais d'attirer l'attention de Sabor, mais cette fois, elle ne bougea même pas. Que se passait-il? Incapable de comprendre, le petit gémit de plus belle. Au bout d'un moment, comme l'étrange créature que la lionne tenait entre ses griffes ne remuait pas non plus, il s'enhardit et s'approcha. De son museau, il tenta de réveiller sa mère sans obtenir la moindre réaction. Elle devina que quelque chose de terrible s'était produit. Sa mère l'avait abandonné. Alors, couché en boule contre le grand corps sans vie, il pleura jusqu'à ce que le sommeil le surprenne. Tarzan, sa femme Jane et leur fils Korak sont revenus de ce pays mystérieux appelé Paludan, où Jane avait été retenue prisonnière. Lorsqu'il les entendit, le lionceau feula dans leur direction. En l'apercevant, l'homme singe laissa échapper un sourire. « En voilà un courageux petit diable !» s'exclama-t-il. Un seul regard lui avait suffi pour appréhender le drame qui s'était joué dans la clairière. À pas compter, il s'approcha du lionceau, craignant qu'il ne s'enfuit, mais l'animal n'en fit rien. Au contraire, il griffa sauvagement la main qui se tendait pour le saisir. « Il deviendra un lion redoutable, déclara Korak. Du moins, il le serait devenu si sa mère avait vécu. Dommage que ce chenapan doive mourir. »« Elle ne mourra pas, affirma Tarzan. Mais il y a peu de chance pour qu'il survive, répliqua Korak. Il lui faudrait du lait, où en trouverait-il? Je m'en charge, décréta le seigneur de la jungle. Tu vas l'adopter? Comme Tarzan hochait la tête, Korak et Jane éclatèrent de rire. Lord Greystock, transformé en mère adoptive du fils de Nouma, s'exclama Jane. Tarzan sourit. Pas un instant, il n'avait quitté le lionceau des yeux.
Soudain, il le saisit par la peau du cou et se mit à le caresser tout en lui parlant en voix basse. Ce qui lui confia nul ne le sait, excepté le lionceau, qui cessa immédiatement de se débattre. « Quel est ton secret » demanda Jane. Tarzan haussa les épaules. « Nous sommes de la même race, Louis et moi. Voilà sans doute pourquoi il accepte mon amitié. »« Je ne comprendrai jamais, » fit Korak. « Je pense bien connaître les animaux d'Afrique, et pourtant, je n'exerce pas le même pouvoir sur eux. Pourquoi ?»« Parce qu'il n'y a qu'un Tarzan, » répondit alors Jane, non sans fierté. Tarzan posa une main paternelle sur l'épaule de Korak. « Souviens-toi que je suis né parmi les animaux, et que ce sont eux qui m'ont élevé, » expliqua-t-il. « Après tout, mon père était peut-être un singe, c'est d'ailleurs ce que prétend Kala. »« John, » s'exclama Jane, « comment peux-tu dire une chose pareille? Tu sais très bien qui étaient tes parents. » Tarzan adressa un clin d'œil à son fils. « Ta mère n'a jamais su apprécier les qualités des anthropoïdes. On dirait presque qu'elle ne supporte pas l'idée d'en avoir épousé un. John Clayton, si tu continues, je ne t'adresserai plus jamais la parole. » Leur voyage de retour était presque achevé. Dans moins d'une semaine, ils fouleraient de nouveau un sol familier. Mais qu'allait-il découvrir lorsque Tarzan avait pris la route de Paludan pour délivrer Jane? Il avait laissé derrière lui un village ravagé par les Allemands. Ceux des fidèles Waziri, qui n'avaient pas été tués par les soldats du Hauptmann Fritz Schneider, s'étaient mis au service des Anglais. Combien avaient survécu à la guerre? Et qu'était-il advenu du vaste domaine des Greystock? Tarzan n'en avait pas la moindre idée. Qui sait si des tribus nomades ou des Arabes se livrant au trafic d'esclaves n'avaient pas achevé le travail de destruction entrepris par les Huns, à moins que la jungle n'ait recouvert toute race de présence humaine. Pour l'heure, cependant, un problème beaucoup plus immédiat préoccupait Tarzan. Où trouver du lait pour nourrir son protégé? Par chance, elle traversait à présent une région assez densément peuplée, où le nom de Tarzan était connu, craint et respecté. L'homme singe décida donc de se rendre dans le village le plus proche. De prime abord, les indigènes contemplèrent avec une indifférence teintée de mépris ces blancs qui voyageaient sans escorte. De toute évidence, ils n'apportaient ni cadeaux ni objets précieux, en échange de la nourriture qu'ils ne manqueraient pas de réclamer. « Où est votre chef » demanda Tarzan. Quelques guerriers qui somnolaient à l'ombre de leur case se levèrent et se portèrent à la rencontre des nouveaux arrivants. « Notre chef dort, » répondit l'un d'eux. « Qui es-tu pour vouloir le déranger dans son sommeil, et que veux-tu? »« Je voudrais lui parler, va le chercher. » Le guerrier le regarda avec surprise, puis partit d'un grand éclat de rire. « Il voudrait que le chef vienne à lui, » lança-t-il à ses compagnons, provoquant l'hilarité générale. « Dis-lui que Tarzan désire le voir. » À l'énoncé de ce nom, les guerriers changèrent immédiatement d'attitude. Les yeux écarquillés par la stupeur, ils reculèrent d'un pas. Celui qui s'était le premier moqué du petit groupe prit un air solennel. « Préparez des nattes pour Tarzan et les siens, pendant que je vais chercher Umanga, notre chef. » Puis, il s'éclipsa trop heureux de s'éloigner du puissant Tarzan qui l'avait offensé. Les villageois s'empressèrent alors de traîner les nouveaux arrivants avec les égards dus à leur rang. On leur servit nourriture, colifichets et babioles en abondance. Quelques instants plus tard, Umanga fit son apparition. Il s'agissait d'un vieil homme qui était devenu chef bien avant la naissance de Tarzan des grands singes. Il salua ses invités avec dignité, secrètement ravi que le seigneur de la jungle l'honore de sa présence. Lorsque Tarzan lui eut exposé sa requête, Umanga l'assura qu'il lui fournirait le lait de ses meilleures chèvres aussi longtemps qu'il resterait parmi eux. Mais Tarzan avait hâte de reprendre la route. Tout en bavardant, il avait repéré une grosse chienne couchée devant une case, les mamelles gonflées de lait. Aucun doute, elle tenait la solution de son problème. De la main, il désigna l'animal. « Je voudrais l'acheter, » annonça-t-il à Umanga. « Elle est à toi, Bwana. Pour rien. Elle a mis bas il y a 2 jours, mais la nuit dernière, ses chiots ont tous été emportés, sans doute par un serpent. »« Parfait, » dit Tarzan. « C'est elle qui allaitera le lionceau, comme la mienne. » La chienne, d'abord affolée par l'odeur du nouveau venu, retroussa les babines et voulut mordre. Mais à force de caresses et de paroles apaisantes, Tarzan réussit à gagner sa confiance. Il fut en revanche plus ardu de la convaincre de nourrir le fils de Numa. Quant au petit lion, la faim eut raison de sa frayeur et il se mit à téter goulûment. Le lendemain, Tarzan et les siens prirent congé d'Umanga et de sa tribu. La chienne, attachée à une corde, trottait à côté d'eux. Le lionceau était blotti dans les bras de Tarzan.
À cause de sa couleur, ils le nommèrent Jadbalja, ce qui signifie le lion d'or, dans la langue de Paludan. Au bout de quelques jours, le petit lion s'était habitué à eux et à sa mère adoptive, baptisée Za, la fille. Enfin, ils émergèrent de la frondaison. Devant eux s'étendait la plaine immense. Regardez, s'écria Lady Jane, notre maison est toujours là. Oui, de même que les cases des indigènes, murmura Tarzan. Et les champs sont cultivés, reprit sa femme. Cela ne peut signifier qu'une chose, déclara le seigneur de la jungle. Mes fidèles Waziri sont revenus de la guerre. Ils ont rebâti ce que les Allemands avaient détruit. Ils veillent sur notre domaine en attendant notre retour. Sur le visage de l'homme singe se lisait de l'affection et de la gratitude mêlée. Sur celui de Korak, de l'admiration pour ce père qui avait su gagner la confiance et le respect des indigènes.